Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au rendez-vous. L'Afrique et le monde, dernière édition de cette année qui s'évapore sous nos yeux. Nous allons essayer de refaire très brièvement cette année riche en événements et en, on va dire, assez prolifique en faits de par le monde, que ce soit en Afrique subsaharienne ou un peu partout dans le monde. Mais nous allons nous circonscrire à quelques sujets pour faire comme une émission bilan qui n'est pas tout à fait un bilan puisque nous n'avons pas le créneau horaire, le temps pour ça. Ce sera comme d'habitude avec Morgan Asogba Metonji, consultant, analyste géopolitique, collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. En face, Hamzat Abdoulaye, analyste politique et géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on va dire, on va peut-être commencer par vous dire merci pour votre disponibilité de tous les vendredis. Vous nous avez accompagnés durant toute cette année. Merci à vous, merci pour votre disponibilité. Bon, on va peut-être finir avec les vœux, mais on va faire notre émission d'abord. Zola Taï Gadegbe n'est pas au rendez-vous pour des raisons de déplacement hors de notre pays. Tout à l'heure, va nous rejoindre Abou Bakari Aboudou, économiste, pour compléter ce plateau. Les deux sujets qui sont revenus le plus souvent, en tout cas pour nos chroniqueurs, c'est d'abord cette guerre russo-ukrainienne qui, disons, cristallise quelque peu l'événement majeur de cette année, Morgana Soubametoni. Oui, c'est une guerre qui est d'envergure assez énorme, pour ne pas dire mondiale, puisqu'elle a su non seulement crisper la sphère des relations internationales, mais aussi paralyser l'économie du monde, au même titre, pour ne pas dire même peut-être pire, si on doit aller dans les détails, que la pandémie, si on se réfère à la situation économique, et aussi aux différentes dynamiques géopolitiques, puisque cette guerre a obligé la plupart des États du monde à revoir leurs dispositions en matière de coopération interétatique, même coopération, disons, multilatérale. Et donc c'est effectivement une situation qui a animé la sphère non seulement des médias, mais de la vie politique un peu partout, et qui a obligé les différents gouvernements à réajuster leurs dispositifs économiques, diplomatiques et parfois même socioculturels. Vous êtes Abdoulaye? Alors, je ne veux pas m'avancer sur le terrain de la guerre mondiale ou d'un semblant de guerre mondiale avec ce conflit. Ce que ce conflit nous enseigne, c'est que les guerres ne sont pas des états forcément avantageux pour l'humanité. Et je résume aussi cette guerre sous une forme, peut-être en trois étapes. Trois étapes. La première étape, c'est qu'on a en face une guerre de conquête qui s'est ensuite transformée en une guerre sociale, et ensuite cette guerre sociale s'est transformée en une guerre incontrôlable, voire mondialisée, parce que je dis mondialisée par opposition à la guerre mondiale, justement. Déjà, historiquement, si on se réfère à la première et à la deuxième, c'est des guerres qui ne se ressemblent pas forcément, mais on ne parlera pas d'une troisième guerre mondiale. Mais là, pour revenir à mon propos, c'est quand j'évoque ces trois guerres, c'est qu'à la base, la Russie était partie sur un territoire quasi conquis, en se disant en quelques jours le problème était réglé. Mais cette guerre de conquête, parce qu'il faut le dire, les guerres de conquête depuis 45-47, après la guerre froide d'ailleurs, n'ont jamais abouti. Il n'y a aucune guerre de conquête qui a abouti. Par contre, il y a eu des guerres de contre-conquête qui ont abouti, comme les guerres de décolonisation. Et Poutine, dans cette guerre de conquête qu'il a menée, qu'il a voulu mener contre l'Ukraine, s'est vu opposer une guerre sociale. C'est-à-dire les Ukrainiens ont fait cette solidarité qui était assez rare en Europe. Ils se sont mués en une solidarité, en une force solidaire pour contrer la force militaire. Et ça a littéralement fait envoler les plans du président Poutine. Donc on en est là, on en est dans cette crise qui s'est ensuite muée
comme je le disais tantôt, en une guerre mondialisée à partir du moment où la guerre qui était censée se faire dans une région, sur un territoire, avec la conquête du territoire, s'est ensuite fragmentée en plusieurs multi-guerres, d'où je parle de guerre mondialisée, c'est-à-dire on voit l'économie qui est concernée, c'est-à-dire c'est devenu une guerre économique, ensuite c'est devenu une guerre énergétique, ensuite c'est devenu une guerre, je vais dire, alimentaire, qui s'est ensuite petit à petit étendue sur l'échiquier européen déjà et ensuite sur l'échiquier mondial. Donc on est face à ça et on ne sait pas quand ça va finir. Je me dis, on est face peut-être à une guerre pas comme les autres, où la négociation ne va pas forcément mettre un terme à la guerre, ou peut-être la fin de cette guerre va être matérialisée par un essoufflement des deux parties ou de toutes les parties concernées. Et c'est peut-être la seule issue. Je reste prudent parce qu'un analyste comme moi peut bien entendu se tromper, mais on va peut-être s'attendre à ce que le conflit s'essouffle tout seul, voir les deux parties les plus forts militairement, les Russes, se retirer ou s'épuiser, ou les Ukrainiens aussi, avec leurs partenaires, s'arrêter tout court. Oui, je dirais déjà que la notion de guerre de conquête pourrait s'apprécier différemment ici et même parfois même, disons, remise en cause, puisque l'intention n'est pas vérifiée, c'est-à-dire l'intention de vouloir forcément conquérir, s'accaparer l'Ukraine en tant que territoire qui sera désormais un territoire russe, n'est pas vérifiée. C'est quelque chose qui reste dans les différentes, disons, façons de voir, des différentes perspectives de ce qu'est cette guerre en réalité. Mais si on doit s'en tenir aux différentes revendications des différents acteurs, que ce soit la Russie, l'Ukraine, et surtout, parce que si aujourd'hui nous sommes à plus d'une année pratiquement de guerre, ce n'est pas parce que les acteurs directs sont forcément impliqués, mais c'est surtout parce que en dehors des acteurs directs, vous avez des acteurs indirects. Parce que pour faire une guerre, il y a au moins 3 facteurs nécessaires. La ressource humaine, l'armement et surtout la capacité économique. Et quand vous prenez ces 3 aspects et que vous prenez les 2 acteurs directs de cette guerre et vous tenez compte de leur capacité pris individuellement, que ce soit sur le plan de l'armement, que ce soit sur le plan de la ressource humaine, que ce soit sur le plan économique, c'est clair et net qu'on voit que tous ces facteurs donneraient pour gagnant de cette guerre la Russie, qui sur le plan économique dépasse l'Ukraine, si on prend uniquement Russie-Ukraine, sur le plan de la ressource humaine dépasse l'Ukraine et sur le plan de l'armement dépasse l'Ukraine. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est en train d'assister à une guerre qui dure beaucoup plus que prévu, entre griffes, puisqu'on ne connaît pas exactement les prévisions, qui dure beaucoup plus que prévu, mais quels sont les facteurs qui font que cela dure ? Parce que l'Ukraine l'a dit et clamé haut et fort, et le monde entier est témoin du soutien, que ce soit sur le plan économique et sur le plan de l'armement. Ça, ce sont les soutiens qui apparaissent au vu et au su de tout le monde. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect ressources humaines capable de mener la guerre, c'est tout un autre débat. On a entendu parler de l'implication d'un certain nombre de mercenaires de part et d'autre. Les statistiques ne sont pas claires. Aujourd'hui, on peut bel et bien dire qu'il s'agit d'une guerre russo-ukrainienne, mais il faut dire que les responsables au premier rang de cette guerre qui est en train de ralentir l'humanité dans son fonctionnement et remettre en cause le mécanisme qui a été utilisé jusqu'à présent, les responsables sont tous les acteurs qui, d'une façon ou d'une autre, siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez du côté de ceux qui apportent le soutien, qui est tout à fait compréhensible à l'Ukraine sur le plan de l'armement et sur le plan des finances, c'est bel et bien ces membres-là du Conseil de sécurité des Nations Unies qui continuent d'apporter ce soutien-là, qui maintient la dynamique des 2 acteurs, puisque les 2 acteurs aujourd'hui pensent qu'ils n'ont pas encore atteint le point où il faille s'asseoir et négocier. Et c'est ce qui pose le problème aujourd'hui.
Contrairement à ce que vous avez dit par rapport à comment est-ce que cette guerre va se terminer par un processus d'essoufflement, je dis si on doit attendre le processus d'essoufflement, on n'est pas prêt d'arriver au terme. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir négocier parce que le soutien sur le plan financier ne viendra pas éternellement des différents acteurs qui continuent de soutenir l'Ukraine. Il suffit qu'il y ait un changement de gouvernement. Et on sait que les élections pointent à l'horizon un peu partout déjà. Quand vous prenez les États-Unis, si cette guerre continue avec les élections récentes, les républicains qui prennent une place beaucoup plus dominante, qui pourrait ralentir la capacité des États-Unis à continuer à soutenir financièrement ce qui se passe en Ukraine, puisque lorsque vous regardez les statistiques, c'est énorme. Vous avez l'Union européenne qui aussi vit des difficultés économiques qui ne disent pas leur nom. Et cela pourrait influer, surtout avec cette période énergétique dont on parle cet hiver, où les réalités peut-être sur le terrain forceraient ces leaders-là à changer leur fusil d'épaule. En parlant de négociations, Poutine a semblé ouvrir la voie aux négociations à Noël passé. Peut-être est-ce un cadeau de Noël, peut-être que c'était la fête qui se prêtait à une telle amabilité. Mais bon, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Que la Russie dise qu'elle est prête à négocier ou qu'il serait temps de négocier? Déjà, la Russie n'a jamais explicitement dit qu'elle était prête à véritablement négocier. Si. Donc c'est un semblant de faux fuyant. Le président Poutine l'a dit. C'est un semblant de faux fuyant parce que, vous savez, je le rappelais, l'objectif de Poutine, c'est de mener une conquête. Si c'est une guerre de conquête qu'il a entamée, parce que son objectif, c'était de prendre Kiev, d'assiéger Kiev. Tout de suite, c'était ça l'objectif principal. Et en 2 semaines, on s'est rendu compte que ça n'allait pas aboutir. Parce qu'en 2 semaines d'assaut sur Kiev, qui a quand même résisté, eh bien, d'ailleurs, dans la foulée, on se rappelle, les agences de renseignement comme la CIA disaient déjà ou prévenaient le président ukrainien que Kiev sera assiégé. Donc il va falloir qu'il se déplace avec son gouvernement un peu plus à l'ouest de l'Ukraine. Et ça, il ne l'a jamais fait. Donc il a déjoué tous les plans des agents de renseignement, tous les plans russes aussi, qui étaient plus qu'armés, puis ils étaient armés jusqu'aux dents. Mais les critères aujourd'hui pour remporter une guerre, comme je le disais, ne sont plus pareils qu'au début du XXe siècle, avec les guerres, la Grande Guerre, la Première Guerre, ensuite la Deuxième Guerre. Les critères ont changé. Et ça fait en sorte que même si vous êtes belligérant et que vous êtes doté de capacités humaines assez importantes, ou de capacités militaires assez aussi importantes, eh bien, ça ne vous donne pas d'office le titre du gagnant. C'est pas évident. Et Poutine en est le meilleur exemple, avec son armée qui était très forte sur papier, mais sur le terrain, il s'est mué, ou plutôt il a été en face d'une opposition peut-être sous forme de maquis, mais une opposition très très forte. Et c'est généralement ça. C'est-à-dire, les guerres aujourd'hui ne se passent plus comme avant. Et ça fait en sorte que, quand bien même vous êtes outillé, vous êtes mieux armé, eh bien, vous avez plus de force d'échouer. Et c'est d'ailleurs là qu'apparaît la notion de la puissance, de la faiblesse. Mais pour revenir au propos de Poutine, et par rapport aussi à cette illusion qui consiste à négocier la paix, je pense que, et je maintiens ma position par rapport à mon analyse, c'est-à-dire, c'est pas une guerre comme les autres. C'est-à-dire, pour négocier, il faut avoir des propositions à faire. Est-ce qu'aujourd'hui la Russie est prête à concéder le Donbass, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui la Russie de Poutine est prête à reconnaître les frontières préétablies de l'Ukraine, ce qu'elle a toujours contesté par ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui la Russie est véritablement prête? Non. Poutine, dans sa démarche, c'est plutôt une tentative de main tendue à l'Occident. Parce que, comme je le disais, c'est devenu un conflit mondialisé. En sorte que ce n'est plus le territoire russe ou le territoire ukrainien qui est en jeu. Aujourd'hui, ça a dépassé la dimension territoriale. Ils sont arrivés aujourd'hui à une guerre économique, à une guerre énergétique, à une guerre alimentaire. Et qui en souffre le plus? C'est
les Russes aussi. Parce que dans une guerre mondialisée, si vous êtes face à une guerre mondialisée et que les outils de cette guerre se retournent contre vous, c'est qu'à un moment, vous sortez du giron mondial. Et là, vous auriez beau vous appeler Russie, eh bien, vous allez en périr, vous allez en souffrir. Et on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, mais la Russie est la première grande perdante de cette guerre parce que dans le long terme, je pense que les impacts, parce qu'après avoir fermé les robinets énergétiques, qui perd? C'est toujours la Russie qui perdra à ce niveau, dans le long terme, bien entendu. Dans l'optique où la guerre alimentaire va se généraliser, c'est aussi la Russie qui va perdre. De façon directe ou indirecte, ça peut se justifier, se démontrer. Donc, dans tout ce schéma, cette main tendue peut s'apparenter à une tentative de paix, mais qui n'en est pas réellement une. Et ce conflit est en train de s'essouffler. C'est factuel aussi. Ce n'est plus le même dynamisme, ce n'est plus le même effort de communication. Et sur le terrain, ça se ressent. Les Ukrainiens, d'ailleurs, ont repris pas mal de positions malgré les boucheries qui ont été faites. Mais ce qui est certain, on tend vers une sortie de crise qui ne viendra pas des négociations. Juste un dernier mot là-dessus. Comment vous voyez la suite? Oui, vous savez, je dirais plutôt que... Pour compléter la question, il parle d'essoufflement. Est-ce qu'on ne dirait pas que ça ne ressemble pas à un enlisement? C'est naturellement un enlisement et c'est ce qu'on appelle d'une façon ou d'une autre une guerre d'usure. Parce que les deux acteurs vont faire face à l'usure. Vous allez voir, même les partenaires qui ne sont pas directement impliqués, comme les États-Unis aujourd'hui, ont parlé lors de la visite du président Zelensky d'une paix juste. Et on se demande alors c'est quoi une paix juste? Et quand on se pose cette question, on voit plusieurs alternatives parce que la concession, la capacité de chaque partie à concéder quelque chose est importante pour la négociation. Et si une partie qui n'est pas en position de maintenir ses exigences à pouvoir concéder n'arrive pas à se raviser au moment opportun et qu'elle perdait ses soutiens, et aujourd'hui on sait que les partis qui risquent gros à perdre leur soutien, la partie qui risque gros à perdre son soutien, c'est bel et bien l'Ukraine. Si d'aventure l'Ukraine perdait son soutien et n'écoutait pas la dynamique de la paix juste que le président Biden est le seul à savoir ce qu'il met dedans, on pourrait se retrouver face à une situation beaucoup plus compliquée pour l'Ukraine puisque, qu'on le veuille ou non, les États défendent d'abord les intérêts de leur pays. Et quand la dynamique interne nationale de ces pays va prendre le dessus, il va falloir que ces leaders prennent des décisions qui ne vont certainement pas ou forcément pas aller du côté de ce qui se passe en Ukraine. Donc c'est une main tendue qui est à saisir. On ne veut pas savoir si c'est sérieux ou pas, mais à chaque fois qu'il y a une main tendue dans une situation de crise pareille, il faut toujours la saisir, aller au fond pour vérifier si c'est sérieux ou pas. Voilà, nous allons, de toute façon, les combats se poursuivent, même si l'hiver a quelque peu ralenti la marche des uns et des autres. Il y a l'incidence aussi, en parlant d'hiver, l'incidence sur les ménages en Europe de ce, on va dire, shutdown en matière de fourniture énergétique. Donc voilà, ce théâtre d'opération promet encore d'autres mouvements. Nous allons rapidement aborder le second sujet. Nous allons venir chez nous, on va dire, parler de cette résurgence. Ça aussi, ce sont des faits majeurs de cette année qui se finit. Résurgence de coup d'État, terrorisme et une certaine incapacité de la CEDEAO à trouver des solutions à Amzat Abdoulaye. Oui, vous l'avez bien énuméré. Oui, c'est l'année 2022. Connaissant votre position, c'est un cadeau que je vous fais, un cadeau de fin d'année. En réalité, ce n'est pas une position. Ce ne sont que des analyses en réalité qui s'apparentent peut-être à des prises de position, mais restent des analyses qui peuvent être aussi se révéler pas justes, parce que c'est ça la réalité. Donc, pour revenir à vos propos, 2022, c'était une année riche, surtout sur le continent africain, et vous avez évoqué la CEDEAO, donc cette région ouest-africaine qui a été assez mouvementée par surtout le défi et la crise sécuritaire, la crise aussi alimentaire dont on ne parle pas assez, la crise aussi, je vais dire, climatique qui impacte ces États, et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de dispositions pour conjurer le problème climatique. Mais parlons de priorité, parce que ma maison ne va pas brûler, je vais regarder là où les flocons de neige tombent, parce que ma maison brûle. Et
La CEDEAO, qui, je vais dire en termes d'organisation sous-régionale, fait partie de ces organisations pendant très longtemps, 47 ans d'existence, je crois, qui quand même fait figure d'école dans les autres parties du continent africain par sa méthodologie, par ses approches et par ses objectifs aussi. Mais force est de constater depuis le début du 21e siècle, donc du 3e millénaire, la CEDEAO a été confrontée à des problèmes auxquels il n'était pas forcément préparé. Et ça a enlisé la machine parce que entre défis économiques, entre priorités sécuritaires, entre priorités alimentaires aussi, et entre aussi la possibilité d'émerger, de faire émerger les États africains à un niveau quand même correct, eh bien la CEDEAO s'est perdue en chemin. Et en parlant de perdition, le cas le plus visible, c'est le cas malien. Parce que durant cette période, il y a quand même eu des vagues de coups d'État dans différents États de cette même CEDEAO. Et la CEDEAO étant cet organe vers qui tous les regards étaient tournés pour quand même trouver des solutions, des propositions de solutions, des pistes de solutions pour pas forcément conjurer les crises, mais pour quand même trouver quelque chose, pour proposer quelque chose pour que les crises, justement, n'arrivent pas avec ces ampleurs qu'on a eu à constater. Mais force est de voir aussi, de constater que cette CEDEAO n'y est pas arrivée en matière de prévention de crise. En matière de prévention de crise, la CEDEAO, c'est une catastrophe sur toute l'année 2022 avec les sanctions très fortes contre le Mali, sanctions qui n'ont pas eu d'ailleurs d'effet sur le Mali. Mais il est maintenant temps, et c'est là où... Et là, peut-être, on va parler rapidement de 2023. Puisque oui, c'est pour ça que je disais, il est peut-être temps de repenser les fondements, les vrais fondements de la CEDEAO, les véritables objectifs de la CEDEAO et ses méthodologies aussi face aux conflits, face aux crises, surtout face à la prévention des crises. Parce que le cas malien, si ça doit se reproduire dans d'autres États, on ne le souhaite pas évidemment, mais face à une crise sociale, parce qu'on n'en parle pas assez, je parlais de la crise alimentaire en Afrique, la crise alimentaire n'est qu'un facteur de cette crise sociale. Et quand vous avez une crise sociale qui s'amplifie sans solution politique déjà, eh bien ça engendre les coups d'État. Et ces coups d'État n'ont pas seulement vocation de renverser un régime politique. Les coups d'État, tels qu'on l'a constaté surtout ces 3-4 dernières années, ont surtout pour vocation de soutenir le social. Donc, oui, c'est ce qui se dit, ça je peux vous le dire. Non, c'est pas que ce qui se dit. Ce que les tenants du pouvoir, les nouveaux tenants du pouvoir disent habituellement. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Écoutez, prenons juste des exemples précis. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais finir, oui, en disant que la priorité de la CEDEAO, c'était une CEDEAO des peuples. Et c'était ça le must, mais vous ne vous on n'y est pas, du tout, on n'y est vraiment pas. Et à voir comment les événements se passent au sein de cette CEDEAO, à voir comment les crises sont traitées, à voir comment les sanctions sont prises de façon vraiment très dure. Je pense que cette organisation doit penser peut-être à se refonder ou se dissoudre, parce que, vous savez, Darwin l'a dit, soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Disparaître, c'est pas forcément négatif. Disparaître, c'est peut-être dans l'objectif de se retrouver ou de se réinventer. Voilà. Donc, cette CEDEAO doit véritablement se rapprocher des peuples et pas disparaître, et trouver surtout le juste milieu pour Alors, je dirais que il faut déjà commencer par regarder la CEDEAO dans sa nature. La CEDEAO n'a pas été conçue pour faire face à des situations comme les coups d'État, quand on parle de la façon pratique et technique. Donc pratiquement, la CEDEAO ne devait pas sanctionner. C'est pas ne devrait pas, mais elle n'a pas été conçue à la base pour faire face à des situations de coup d'État, puisque les tests de la CEDEAO ne parlent pas de coup d'État. Les tests de la CEDEAO trouvent toute leur forme et tout leur pouvoir dans la capacité des États à être stables politiquement. Et
on parle en matière de prévention, lorsqu'on regarde le fonctionnement de la CEDEAO, de la bonne gouvernance dont la CEDEAO fait la promotion. Et c'est peut-être là la difficulté, parce que si la bonne gouvernance est une réalité, il est difficile de se retrouver face à des situations de coup d'État qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, bénéficier d'un soutien populaire, quel qu'il soit. Parce que la question du peuple, je l'ai toujours dit, c'est une question assez polémique. Le peuple ne signifie pas l'unanimité de ceux qui vivent sur un territoire donné ou dans une nation donnée, mais ne serait-ce qu'une partie qui semble soutenir ce qui se fait, c'est quelque chose d'assez considérable. Et donc la CEDEAO, à la base, n'était pas une institution créée pour faire face aux questions de coup d'État. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO se retrouve à une étape assez intéressante de son développement où elle doit s'adapter ou s'ajuster aux nouveaux défis. Et c'est dans un élan de vouloir résoudre ces nouveaux défis auxquels probablement elle ne s'attendait pas de cette façon-là que la CEDEAO a dû prendre des initiatives qui semblent aujourd'hui montrer leurs limites. Et donc, ce serait pas judicieux déjà de dire tout de suite que la CEDEAO ne tient pas, puisque la dynamique de comparaison n'est pas appropriée. Maintenant, pour ce qui est des perspectives, c'est l'opportunité pour la CEDEAO de se remettre dans une dynamique constructive et d'élargir ses compétences. Comme elle a fait, elle est passée d'une institution purement économique à une institution qui se retrouve dans une dynamique de passer d'une CEDEAO des États, institution purement politique dans une dynamique économique, à une CEDEAO des peuples, institution qui tient désormais compte de la volonté et de la capacité de ces projets à s'adapter aux besoins de ces populations. Et c'est cela qui a été plus ou moins difficile à réaliser lorsqu'on sait que l'agenda 2020 de la CEDEAO était dans une dynamique de voir tout cela se réaliser. Mais cela ne signifie pas qu'on n'a pas eu des avancées, puisqu'on a vu la solidarité de la société civile face à certaines situations dans cet espace de CEDEAO, ce qui dénote d'une façon ou d'une autre déjà d'un progrès de la CEDEAO, puisque lorsqu'un peuple béninois s'identifie aux souffrances d'un peuple malien, cela signifie qu'on est dans une perspective d'intégration régionale qui fonctionne, qu'on le veuille ou non. Mais là où le bas blesse, ou semble blessé, c'est que cette CEDEAO a eu du mal à rendre acceptable ces décisions vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions politiques ou d'individus politiques par rapport aux aspirations de ce peuple-là. Et donc pour 2023, que cette CEDEAO, dont les espèces sont certainement de grande facture, puisse s'asseoir et voir dans quelle perspective maintenant adapter les capacités de la CEDEAO aux différents défis qui s'exposent à elle aujourd'hui. Sécurité. Hamzat Abdoulaye pourrait se joindre à ce panel d'experts pour proposer. Surtout par rapport à ce point, c'est par rapport à l'intégration régionale. La CEDEAO, en termes d'intégration régionale, n'a rien à envier, même à l'Union européenne, parce que je trouve que l'aptitude ou l'approche de la CEDEAO par rapport à l'intégration régionale a été réussie. Mais il n'est pas question de ça. Quand on évoquait les objectifs de la CEDEAO, surtout par rapport à 2022 et à l'avenir, c'est que c'est plus concentré sur leur échec. La CEDEAO a échoué massivement sur ces points-là en question. Et l'insécurité est en train de grandir dans les États même du Golfe de Guinée. D'où ma question, c'est est-ce que cette CEDEAO n'a pas atteint ses limites dans son fonctionnement? Ils ont de très bons experts qui sont capables de faire de longues analyses de 400 pages. Vous l'avez déjà évoqué. Mais la priorité sur le terrain aujourd'hui est ailleurs. C'est-à-dire trouver des solutions. Trouver des solutions concrètes par rapport aux crises qui sont... On est tenu par le temps, mais je vais présenter Aboubakari Aboudou qui nous a rejoint, quand même, économiste. Merci. On sait que la période n'est pas forcément propice, en tout cas la mobilité, il y a quelques restrictions de mobilité, surtout de circulation. On en était au second thème sur la CEDEAO.
Hamzat Abdoulaye parlait d'échecs, la résurgence des coups d'État, le terrorisme et peut-être l'incapacité de la CEDEAO à trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez très, très rapidement? Merci. Je m'excuse pour ce retard qui est dû à la circulation. J'étais pressé de venir, mais c'est bien. Je suis quand même là et j'ai entendu ce que mes deux copanélistes ont dit. Je crois qu'il y a quelque chose qui souvent me surprend quand on compare la CEDEAO à d'autres organisations sous-régionales. On est en avance, oui. On est en avance parce que nous, on a plus de facilité à appliquer, à mettre en œuvre les règles. Je crois que quand vous prenez l'Union européenne, chaque virgule suscite des débats parce que c'est des guerres d'intérêt. Ici, on a un bloc qui sont les 8 pays de l'UMOA et les 8 autres qui ont pour la plupart leur monnaie nationale et qui, dans ces 8-là, la seule locomotive que nous avons, c'est le Nigeria. Donc, qui est un pays anglophone et qui, normalement, si nous passons à l'écho, devait être le poumon. Et vous allez voir, même en termes politiques, c'est souvent du côté où le Nigeria penche que toute la CEDEAO penche. Quelquefois, la Côte d'Ivoire essaye en tant que leader, ou le Sénégal en tant que leader de la zone UMOA, mais nous avons moins d'intérêt, vous voyez, comme point d'achoppement, quand vous prenez tout à côté la Belgique et la France, c'est beaucoup plus compliqué. N'allons même pas du côté de l'Angleterre qui passerait seulement le marché et qui est parti... Acter son retrait. Exactement. Donc, les questions sur les plans de test de tout ça, comme Hamzat l'a dit, nous sommes en évolution. Nous sommes même plus, ça surprend les gens, nous allons même plus loin que l'Union européenne. Mais quand on vient vraiment à l'impact, la force que la CEDEAO a aujourd'hui pour régler les conflits, si on sait que l'origine de tous ces conflits viennent des jeux de cartes des grandes puissances qui sont les grands bailleurs de ces institutions, vous voyez que les décisions qui seront prises, puisqu'il ne s'agit que de bureaucrates et de politiciens, les décisions qui sont prises ne vont pas forcément aller dans le sens des peuples. Parce que nous, nos peuples sont habitués à se côtoyer. Nos pays ont été coupés, pas de notre propre volonté. Si vous voyez la cartographie de l'Europe, ça s'est fait pendant des siècles. Prise, reprise, concession, reconcession. Donc, les territoires se sont marqués déjà depuis, comment dit-on, des siècles. Aujourd'hui, bon, tout va de soi. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, c'est des territoires coupés. Vous retrouvez, ouais, je vais prendre l'exemple du Bénin. Vous prenez l'empire de Neki qui s'étend jusqu'au Nigeria. Vous prenez les autres empires qui s'étendent du Mali à la Guinée, au nord de la Côte d'Ivoire, qui se reconnaissent à travers une culture, des relations de fraternité qui existent, des cousinages. Tout ça, ça amène à régler un certain nombre de conflits. Vous vous en souvenez, quand il y avait eu un grand conflit, c'est un griot qui l'a réglé en Guinée. Je ne vais pas aller dans tous les détails. On comprend que la culture, tous ces aspects aident. Mais nous sommes dans la bureaucratie. Nous ne tenons pas compte, quand on prend la CEDEAO ou l'UMOA, de nos réalités culturelles, de tout ce qui... Ça peut nous aider à avancer beaucoup et à régler même des problèmes d'insécurité qui existent. C'est ça, moi, le problème. Nos États, d'ailleurs, même n'arrivent pas à marquer correctement leur territoire. Oui. Donc, ne demandez pas à leur union s'ils ont une faiblesse. En s'unissant, cette faiblesse-là s'accroît. Donc, au lieu... c'est ça, en fait, dans nos cas. Merci. Oui, on est tenu par le temps, malheureusement. Mais bon, ça ouvre des perspectives pour 2023. Je pense qu'on va se retrouver de façon plus régulière. Je vais... pour sacrifier la tradition, vous souhaitez mes voeux déjà à nos téléspectateurs. Bon, on a d'autres canaux pour ça, à tous ceux qui nous sont fidèles et qui suivent cette émission.
Je le disais en début d'émission, merci pour votre fidélité. Meilleurs vœux pour vous, pour vos familles. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Vous n'êtes pas obligé de me le rendre. Bonne année à toi. Vous me rendrez mes vœux. Bonne année à toi. Ah, merci, merci. À très bientôt. Morgana Sogba Metonji. À l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous plaît. On dit souvent que les garçons ne disent pas ça. On peut sortir sur quoi avant 2023. Avant 2023, oui, on peut se croiser. Merci beaucoup, Hamzat Abdoulaye, analyste et chroniqueur politique. Merci à vous. Aboubakari Aboudou, économiste. Morgana Sogba Metonji, analyste géopolitique, formateur par ailleurs, expert, enseignant. Il a beaucoup de casquettes. C'est le seul qui en a beaucoup sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et portez-vous bien en restant fidèles à nos programmes, bien évidemment.